Salut à toutes et à tous, bienvenue dans Avec Alf. Et aujourd'hui, je suis heureux de recevoir sur notre plateau M. Bala Mariko. Bala Mariko est quelqu'un qui est très engagé dans les actions humanitaires. Et on le reçoit aujourd'hui pour parler de son expérience, pour parler de son vécu et de sa motivation à aller dans les actions humanitaires. Et il est même allé à organiser un forum annuellement sur les actions humanitaires. Il va nous parler de ça. Bala, bonjour et bienvenue. Bonjour Alf, bonjour à toute ton équipe. Et je suis très heureux de participer à cette émission. Et merci pour l'invitation. On va commencer. Okay. Qui est Bala Mariko et pourquoi autant d'efforts dans les actions humanitaires? Bala Mariko est un Malien. Je me déclare comme activiste des droits humains, foncièrement engagé pour la cause des démunis et la cause des femmes. Maintenant, Bala, pourquoi autant d'actions humanitaires? Pourquoi vous êtes si engagé? D'où vient le déclic au fait? Alf, je suis allergique à l'injustice. L'injustice dans toutes ses formes. J'ai eu une enfance plus ou moins heureuse. J'ai eu à côtoyer des gens assez modestes, ce qui a fait que je pense souvent aux détails, aux moindres détails. La faim me parle, le manque me parle, la maladie me parle. Donc, voir l'être humain dans certaines situations me parle. J'apporte ma pierre à cet édifice-là en aidant les autres. La solidarité est innée. Beaucoup ont des moyens, ils ont envie d'aider, ne sachant pas comment faire, passent par les associations pour le faire. Il y a souvent des associations, souvent par des personnes physiques pour le faire. Nous sommes un trait d'union, un pont entre ceux qui veulent aider et ceux qui souhaitent être aidés. Et au milieu, nous sommes là. Il y a un ancien ambassadeur du Mali en Belgique, M. Cissé, dans les années 2014, qui m'a une fois dit qu'il faut trois types de personnes pour faire l'humanitaire. Celui qui a les moyens, qui n'a pas forcément les idées et le temps. Celui qui a les idées, qui n'a pas forcément le moyen et le temps. Et celui qui a le temps, qui n'a pas forcément les moyens et les idées. Et donc, nous, on parvient à faire de telle sorte que ces trois personnes-là puissent communier ensemble et pour le bonheur de ceux qui sont dans le besoin. C'est puissant ce que tu dis. J'ai eu l'opportunité de travailler dans les organisations internationales qui travaillent sur les questions humanitaires. Et j'avoue que le besoin est là et il faut trouver des gens pour le faire. Quelles sont les astuces que vous avez pu mettre en place pour pouvoir mobiliser des ressources pour pouvoir venir en aide? Quelles sont certaines de tes stratégies? Ceux qui donnent, souvent ils te disent « je donne, je ne veux pas être cité. Je ne veux même pas savoir ce que tu fais avec ce que je te donne. » Mais par expérience, on a compris qu'effectivement, beaucoup ne souhaitent pas qu'on sache que c'est eux, mais ils sont contents de voir ce qu'on fait, d'avoir un retour de ce qu'on a fait avec les fonds ou les dons en vivre ou non vivre mis à disposition. Donc, le devoir de redevabilité plus la confiance, je pense que c'est un cocktail qui rassure. Et quand le donateur est rassuré, généralement, il accompagne. Bala, tu sais, tu as parlé de la confiance. Et la confiance, elle se fait rare aujourd'hui. Et quelles sont les stratégies que vous avez pu mettre en place pour maintenir la confiance entre vous et ceux qui vous donnent de l'argent pour aider les autres? D'accord.
Alors, il y a ce qu'on appelle le devoir de redevabilité. C'est vraiment une traçabilité fiable de ce que vous allez faire avec ce que le donateur vous donne. La confiance n'a pas de prix. Elle ne s'achète pas, elle se mérite. Et j'en appelle à tous les acteurs humanitaires de tout faire pour garder le maximum de confiance entre eux et les donateurs. Je sais qu'il y a beaucoup qui ont trébuché, beaucoup ont fauté. Ça a touché tout le monde. Mais avec le temps, les gens parviennent à réapprendre, à connaître les gens, à se dire tout le monde n'est pas mauvais. Nous, on est association. On a des textes internes à respecter. On a des procédures internes à respecter qui font que la crédibilité, la confiance, difficilement on y touche, quoi. Ok. Ouais. Ça, c'est vrai. Moi, je t'ai connu à travers l'association qu'on appelle Solidaris à l'époque, où tu étais président. Tu as été président de cette association. On est en train de parler d'aide. Quelqu'un va certainement te poser la question. Quelle forme d'appui ou d'assistance vous apportez aux gens? C'est sur quoi? On a une association, je veux dire, une des plus belles associations humanitaires du Mali. Cela, c'est formidable. Ce n'est pas parce que je suis membre, je suis issu de Solidaris, mais on ne peut pas rivaliser avec Solidaris. Je vais t'expliquer, Alpha. Ce Solidaris est né en 2013, suite à un drame. Je fais l'économie de tout ça, mais suite à un drame, Solidaris est créé. Les premiers dons de Solidaris, c'était à la pouponnière de Bamako. Ils étaient à Bamako à l'époque. C'est de là que j'ai dit à la directrice de la pouponnière, Madame So à l'époque, que je vais créer une association humanitaire pour aider les gens. Ça part d'un cri de cœur, ça venait du cœur. Solidaris a initié, et l'une des premières associations maliennes a initié un projet pour les veuves et orphelins des militaires et paramilitaires tombés sur le champ de l'honneur au Mali. Okay. Ce projet s'appelait « Tomber pour nous, debout pour eux ». À chaque rentrée scolaire, on offrait des kits scolaires à la direction des services sociaux des armées. À l'époque, il y avait le colonel-major Samake, je crois, je pense que c'était Samake, qui a été directrice du CICB. On a fait des donations dans leur cours à côté du lycée Askia. On a fait des donations à la place d'armes de Kati. On a fait des donations au camp militaire de Ségou. C'est à partir de là que je dis que Solidaris est une belle association. Ensuite, Solidaris est l'une des associations globalement, même pas humanitaire, qui peut aligner plusieurs anciens présidents de bureau. Comme moi, tu l'as si bien dit, tu m'as connu président de Solidaris. Je ne le suis plus depuis 2017. J'ai été remplacé par Madame Cham Awama Traoré. Ensuite, qui a été remplacé par Amina Diko, Madame Diko Amina Diko. Amina est exceptionnelle. Elle a un charisme pas possible. C'est une merveille, hein, Amina Diko. Vous savez, Solidaris a ce qu'on appelle le conseil des membres fondateurs. C'est comme un conseil d'administration. Okay. Il y avait 4 membres fondateurs. Masrili, qui est en France, Fatoumata Keita Touti,
Awa Wassila, la grande sœur nationale, elle est membre fondateur de Solidaris. Il y a moi, on était 4. Mais dans nos textes, les anciens présidents de bureau deviennent membres fondateurs. Et le conseil des membres fondateurs a reconduit le mandat de Amina. Elle a un bilan. Nous-mêmes, ça nous bluffe. On est à Bamarako, elle a fait un bon aulami absa oye quoi. Elle a Amina Boanchela, mais honnêtement, elle a porté cette association-là tellement haut, et nous-mêmes, on est flattés quoi. J'aurai l'occasion de la recevoir. Ah oui, tu verras, elle est exceptionnelle. Je me rappelle bien, nous avons été ensemble dans mon village par rapport au cancer, à l'identification des cancers. Tu vois, elle est engagée, mais formidable. Enfin, elle a aussi la chance d'avoir un bon bureau. Honnêtement, nous tous, on a eu la chance. Quand j'étais président de Solidaris, j'ai eu la chance d'avoir dans mon bureau des gens exceptionnels. Je peux citer Aboulaye Traoré, Touré qui est à Orange, Rose Bouzaïd, qui est dans mon bureau, Madame Mara Aya Malé, pour ne citer que cela. Voilà, c'est super bien. Mais est-ce qu'il y a Oprah qui dit souvent que la chance sourit quand l'opportunité rencontre la préparation? Est-ce que toi, tu n'étais pas prêt aussi, et l'équipe aussi n'est pas prête pour pouvoir donner cet éclat au fait, à l'association en ce moment? Quand le cœur est réuni, généralement, il y a une forme de symbiose oui. où tout roule comme sur des rails. Et je confirme quoi. Ok. Je confirme. Bala, tu dis depuis 2012, tu es dans les activités, dans les actions humanitaires. Moi, je voudrais savoir, est-ce que tu te rappelles d'une action qui t'a la plus marqué au fait? Est-ce que tu peux te souvenir et nous raconter un peu l'histoire autour de ça? Il y a 2 cas. Okay. Bon, je pense que je vais essayer de retenir mes larmes. D'accord. La crise est déplacée. J'étais avec le docteur Jules, qui est un ami acteur humanitaire aussi, qui est camerounais. Il vit au Mali. Il a aussi une association humanitaire qui s'appelle Sopotois, Soins pour tous international. Okay. Avec les membres du réseau Fraternité, Baïssa Traoré qui vit en France, Ablé Omarba, que les gens appellent Barouba, de Korofina, qui est actuellement en France. Il y avait aussi Moussa Silla. On est parti rendre visite aux déplacés de Fapaladje. Okay. On est parmi les premières associations à arriver sur le site. À l'époque, il n'y avait que la DNDS qui était assez active. Il n'y a pas eu tout ce... DNDS, c'est quoi? La Direction nationale de développement social. C'est un des membres du ministère en charge de l'action humanitaire. Il n'y avait pas tout ce buzz là, tout de déplacé. On est passé devant une case. Il y avait une dame assise avec... il y avait deux dames assises côte à côte avec deux enfants extrêmement dénutris. On voyait la peau qui collait pratiquement à l'os. Wow. Alors, je n'avais pas vu. C'est le docteur Jules qui a vu et qui me dit mon cher, il faut qu'on les amène à l'hôpital, aux urgences. Je ne suis pas un médecin, mais lui, il a vu. C'est un médecin, il a compris tout de suite. C'est fait un vendredi, donc vers 11h30 et midi, parce que j'ai raté la prière ce jour-là.
On les a pris, les deux mamans et les enfants. On est parti à Gabriel Touré aux urgences pédiatriques. Les médecins de garde étaient... Bon, c'est pas les médecins qui étaient là-bas étaient choqués. Ils avaient même du mal à trouver les veines pour mettre une perfusion. Et bon, dans tout ce brouhaha-là, il y a un des enfants qui nous a abandonnés. Et ça m'a choqué. Ça m'a choqué de savoir que au XXIe siècle, et dans un pays plus ou moins stable à l'époque, parce que la crise sécuritaire n'avait pas pris cette ampleur-là. En quelle année tu te rappelles? Début 2018. Okay. Début 2018. Et je me suis dit, non, il y a un manque de communication. Il faut qu'on trouve le moyen, les acteurs humanitaires, de se mettre ensemble, de trouver le moyen de communiquer ensemble, de coordonner, de faire une synergie d'action pour des cas bien spécifiques, sans pour autant se marcher sur les pattes. Alf, j'ai encore l'image de cette dame déjà qui pleurait son enfant. Elle n'avait plus de force pour pleurer. L'enfant, ça me hante. Ça, c'était la première premier truc. Le deuxième, c'était Adam Samaké, une jumelle. Son père est militaire au camp de Senou. Elle avait bu de la soude caustique. Wow. Donc, et l'œsophage était dilaté. Quand je suis arrivé, c'est mon cousin Papou qui m'avait appelé pour l'aider à faire un appel à dons pour la prise en charge. Quand on est arrivé, j'ai dit, Papou, ce cas est extrêmement grave. Toi, c'est pas ton domaine. Laisse, je vais faire. J'ai fait une vidéo d'appel à dons avec la petite. Au fait, les médecins maliens, ils sont bons. Hein? Parce qu'à défaut d'avoir une sonde, parce que bon, rien ne passait par l'œsophage, il fallait remplir l'estomac via une sonde. Vous savez qu'ils avaient mis une durite auto. Ouais. Un système D, c'était bien. Ça a permis à la petite de rester en vie. Et cet appel m'a ouvert des opportunités de rencontres. Il y a Ensemble Nous Pouvons 223 qui est né avec des amis en France, à Montpellier. On a créé une association franco-malienne pour venir en aide à Adam. On a pu l'évacuer en France. Il y a tout on peut même faire une émission sur Adam, je vais t'expliquer. Wow. Il y a un Français, un entrepreneur, qui a pris en charge les frais d'opération Adam. Presque 50 000 euros. Wow. C'était 35 millions de francs CFA ou 32 millions de francs CFA. Adam a été opéré. Aujourd'hui, ça va super bien. Pour être honnête, parce que bon, je ne vais pas non plus tout mettre en rose. Il y a eu des soucis que moi j'ai connus, que tous les acteurs humanitaires qui font des appels à dons ont connu. Quand il y a argent, la famille perd la raison. Quand il y a argent, ils pensent qu'il y a tout. Bon, bref. À un moment donné, c'est un peu compliqué. Moi, je me suis retiré. J'ai dit aux membres de l'association, moi, je me retire. Je vous laisse continuer. Ils ont continué. Adam, aujourd'hui, à Montpellier, ça se passe super bien pour elle.
Pour dire, Alf, que il y a énormément de choses qui se passent entre la France et le Mali. Des choses belles. Il n'y a pas que la politique. Nous, acteurs humanitaires, nous pouvons mener nos activités sans forcément toucher à la politique. Parce que on n'est pas liés, pas du tout liés. Nous sauvons des vies, nous essayons de sauver des vies. Nous allons chercher les moyens là où on peut les avoir pour sauver des vies. Et notre domaine n'est pas forcément la politique, quoi. Ok. C'est touchant, toutes ces histoires-là. Et je sais que le besoin est encore grand. Le besoin est encore là. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de choses à faire. Tu avais parlé un moment, à travers la crise des réfugiés, des déplacés du moins au niveau de Faladje, qu'il y a besoin de coordination. Ça m'amène un peu à l'initiative Forum des acteurs humanitaires. Comment vous avez eu l'idée d'organiser ça et comment ça se passe dans la pratique? Alors, pour la prise en charge des déplacés de Faladje, il y a eu des centaines d'associations qui sont arrivées. C'est bien. Je suis très content que tout le monde soit là. Il n'y avait aucune coordination. Il y a des dons qui sont arrivés. Personnellement, il y a un opérateur économique que j'ai connu plus tard parce que son envoyé qui est venu me voir ne m'a jamais dit qui c'était. Elle a dit, c'est mon patron qui m'a envoyé des tonnes de riz. Beaucoup de tonnes de riz. On a dû louer des katakatani parce que le camion ne pouvait pas descendre. Le camion était sur le bord de la route. Donc, plusieurs katakatani faisaient la navette, l'électricycle. Et il y a eu abondance de dons. Et quand on dit abondance, généralement, il y a mauvaise gestion. Ça ne relève pas de nous parce qu'on n'a pas voulu gérer. Il y avait une association de déplacés, une association que les déplacés avaient mis en place qui gérait. Il y a eu beaucoup d'incidents suite à la gestion de tout ça. Donc le manque de coordination sur le terrain, souvent une rivalité qui ne disait pas son nom, souvent une méchanceté qui ne disait pas son nom. Je me suis dit, mais pourquoi se fâcher les uns contre les autres parce qu'on veut aider? Ils sont là. Il y avait, je pense, à l'école, à l'époque, 645 familles. Donc, plus de 2000 personnes à prendre en charge. Il y avait du monde. Et là, on a eu le déclic. Open Mali, Sopotois, Solidaris 223, pour organiser un forum malien des acteurs humanitaires, pour rassembler tous les acteurs humanitaires, pour que quand il y a une crise, on puisse agir ensemble, coordonner les activités. Le forum, en tant que tel, n'a pas vocation à agir, parce que si le forum se met à agir, on sera peut-être en rivalité avec nos membres. Mais on coordonne. On incite à aller. Et s'il faut apporter une caution à une association, on n'hésite pas à le faire, quoi. Voilà. Et comment ça se passe? Pour le moment, ça se passe bien. Vous êtes à combienième édition maintenant? En 2025, on va organiser la 5e édition du Forum malien des acteurs humanitaires. La première édition, on avait comme recommandation de faire plus de sessions de renforcement de capacité pour les acteurs humanitaires locaux. Parce que, Alf, des gens viennent nous aider. Il y a beaucoup d'ONG internationales au Mali qui nous prennent comme relais, généralement sur le terrain, associations ONG locales sur le terrain. Mais on n'est pas assez outillés. Donc, on a commencé à chaque édition, à partir de la première édition, à chaque édition, on fait des sessions de formation. La première édition avait aussi demandé comme recommandation d'avoir la maison des humanitaires. C'est vraiment, ça va être notre temple. Les formations peuvent se faire là, les réunions d'associations peuvent se faire là, tout plein de choses peuvent se faire dans la maison des humanitaires. Pour le moment, on ne l'a pas encore concrétisé, mais Inch'Allah, ça viendra. Super.
Vous travaillez avec les ONG internationales, vous travaillez avec, je crois qu'il y a FONGIM aussi, le forum qui coordonne un peu les ONG internationales. Donc tout le monde participe à ce forum-là. Oui. Et vous êtes sous la tutelle du ministère en charge des actions humanitaires, c'est bien ça. Comment se passe la collaboration? Oui, en fait, on a eu la chance, la première édition en fait, on a commencé à travailler sur le forum en 2018, comme je l'ai dit. Okay. 2019, ça a pris forme en 2021. La première édition a été présidée par le ministre Limam Diarra, que je salue de passage. Un humain, il est profondément humain, l'imam. Okay. Et j'ai eu à côtoyer beaucoup de ministres en charge de l'action humanitaire. Mon père Amadou Konaté, la ministre Fanta Sibi, l'imam Diarra, madame Djadjaminatou Sangare. Tout le monde nous a accompagnés avec des mots, un geste, l'accompagnement institutionnel du ministère. L'imam a présidé aux 2 éditions quand il était à la tête du département, il était là. Il se tenait informé de l'organisation pratique du forum. Il m'appelait régulièrement pour savoir, il me dit, mon cher, Abetoko Dibi, est-ce qu'il y a un blocage? Est-ce que tout se passe bien? Parce que je tiens à ce forum. Monsieur le ministre, ça se passe bien. S'il y avait un blocage, il intervenait directement. Il nous a introduit directement lui-même chez un partenaire institutionnel. Depuis qu'il est parti, malheureusement, nous sommes orphelins de la présence institutionnelle comme l'activité le souhaite, le demande. Alf, tu sais, le Mali, sauf erreur de ma part, est le seul pays de la sous-région à organiser un forum dédié à l'action humanitaire. Okay. La 3e édition, Madame le ministre n'était pas disponible. Elle a été remplacée par le Ségal. La 4e édition, ni Madame le ministre ni le Ségal n'étaient disponibles. Il y a le directeur adjoint du développement social qui a remplacé Madame le ministre. Depuis qu'elle est là, ça fait 2 ans. On a déposé presque 6 demandes d'audience qui sont restées les lettres mortes. Je pense qu'elle a un calendrier chargé. J'espère bien que si un jour il y a un temps qui se dégage, que quelqu'un nous recevra pour qu'on lui présente les 4 rapports, la 1ère, 2e, 3e, 4e édition. Parce que le forum, c'est la seule structure locale qui réunit associations ONG maliennes, une 60aine. Ce n'est pas négligé. On peut même aller en fédération. Qui sont dans l'humanitaire. Dans l'humanitaire. Donc, nous représentons quand même les acteurs humanitaires. Et 2 ans, on n'a pas rencontré notre ministre de tutelle, ça frustre. Okay. Ça frustre. On n'est pas fâché. Je dis tout le temps aux gens, elle n'a pas encore le temps. Dès qu'elle aura le temps, elle nous recevra. Okay. Au-delà de la formation que vous organisez pendant l'atelier, quelles sont les autres activités que vous organisez généralement pendant ce forum-là? Il y a plusieurs panels. On discute de nos difficultés. Par exemple, là, en 2025, on va parler du contenu local. La RSE pour les miniers, c'est extrêmement important parce que les entreprises minières font énormément de choses. Les autorités actuelles qui ont mis en place le contenu local est un outil formidable de développement, qui dit de développement
dit moins de soucis humanitaires. Donc voilà, on va mettre en lumière le contenu local du secteur minier. Okay, d'accord. En tout cas, c'est bien toutes ces actions. J'espère bien que les échos vont être entendus et qu'on aura l'occasion certainement d'en profiter. Quel conseil as-tu pour ceux qui sont dans le domaine humanitaire, les organisations locales et aussi peut-être les aspirants à se lancer dans ce domaine-là? Qu'est-ce que tu donnerais comme conseil et que toi, tu as reçu certainement que tu souhaiterais transmettre? Ne pas rester longtemps à la tête de l'association. Pourquoi? La tentation peut être forte. Ça demande beaucoup d'efforts physiques, financiers, de son temps. On glisse assez facilement. Donc, c'est le premier conseil que je vous donne. Tu prends l'alternance. Okay. L'alternance au sein des de la tête des associations humanitaires. Deuxièmement, le devoir de redevabilité. Tu as travaillé dans des ONG internationales, tu sais bien comment ça se passe. On ne peut pas être un bon acteur humanitaire dans le flou. Quand c'est ombrageux, c'est flou, c'est pas bon. Il faut la clarté. Il faut la clarté, une bonne traçabilité. Et si tu vois que Solidaris est encore là, une des meilleures associations, c'est parce qu'on a pu éviter beaucoup de pièges. On a pu éviter beaucoup de pièges. Et bon, après, une bonne communication, ça aide toujours. Aujourd'hui, les financements se font rares. Au niveau international, au niveau national. Là, c'est chaud. Quels sont les palliatifs? On dit qu'on n'est jamais mieux aidé que par soi-même. Et nous, acteurs humanitaires, nous faisons le pont entre les deux. Les financements, on n'entend même plus parler, quoi. Mais ils ont chaud. C'est ce qu'ils nous donnent là, ils ont chaud. Bala, je me rappelle lors de notre avant-dernière rencontre où tu me racontais l'histoire de kits scolaires où tu amenais tes amis à cotiser sur le champ sans... Est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire? Oui, c'est pas très compliqué. C'est une initiative personnelle. À chaque rentrée scolaire, je fais une collecte pour acheter des kits scolaires que j'envoie au village. Mon village est à Domba, la commune rurale de Domba, c'est le cercle pas cercle maintenant, c'est la préfecture de Koumantou, région de Bougouni. Le kit, on le fait à 1500. Donc, je demande à des amis de m'accompagner. Alors, quand je propose d'accompagner, il n'y a pas de promesse. Tu me donnes ce que tu as, je vais acheter avec. Parce que les promesses, généralement... Et le kit, c'est combien? Le kit, c'est à 1500. 1500. Il y a un sac, un cahier, bic, tout le tarla qu'il faut. Ça dépend du premier cycle ou second cycle. Et ça peut changer de vie? Ça change de vie. Ça change de vie parce que, tu sais, on est des villageois. Il y en a qui ne vont pas à l'école parce qu'ils n'ont pas de bic, ou qui n'ont pas de cahier, ou qui n'ont pas de sac, ou qui n'ont pas mangé. Il y en a qui partent à l'époque des cantines scolaires. Ça attirait les gens, donc ça change de vie. Et c'est le petit plus qu'on peut faire aussi pour la communauté. Là, j'ai amené cette histoire, c'est pour témoigner de ton engagement personnel. On s'est croisés dans ton village, je sais ce que tu fais. Et un conseil aussi à nous tous, je me rappelle bien, il y a un de mes vieux qui m'a une fois raconté une histoire et qui s'est passée en 84. D'accord. Il m'a dit qu'il était en Côte d'Ivoire et il avait eu 500 francs, donc il a fait ses dépenses. Il était au bord, à la gare, il y a un camion qui venait au Mali. Et le véhicule n'était pas là à chaque fois, donc il a voulu envoyer. Il a demandé si on peut lui permettre d'aller chercher de l'argent à la maison et à ramener. Donc le convoyeur a dit non, il ne peut pas attendre. Il avait 200 francs sur lui et il a donné les 200 francs. Les 200 francs sont arrivés et c'était avant le CFA. Donc, c'était 200 francs en CFA qui a été changé à 400 francs. En francs maliens. En francs maliens.
Et on a remis les 400 à son papa. Et quelques temps plus tard, lui-même, il est venu. Et quand il est venu, et son père, tu sais, à l'époque, dans les villages, quand tu viens, on ne dort même pas. Si tu arrives la nuit, on ne dort plus. Donc lui, il est venu, le papa était là, et il a pris le bouilloire pour aller aux toilettes. Et il m'a raconté comme ça. Il avait un pied dedans et un pied dehors, et son père l'a appelé. Il dit, tel, je ne sais pas combien tu es venu avec aujourd'hui. Les 400 francs que tu m'as envoyés, c'est que ces 400 francs m'ont servi. Même si tu as 1 milliard sur toi aujourd'hui, ça ne va pas servir la même chose. Il m'a dit, mon fils, vous êtes nombreux à être dans les grandes villes. Vous pensez qu'il faut avoir suffisamment pour envoyer au village. Il sait que vous avez envoyé parce qu'il y a toujours des trous à combler. Absolument. Donc, je pense que 1500 peut aider beaucoup et 1500 peut faire beaucoup de choses. Et c'est pas beaucoup. Et c'est pas beaucoup. Voilà. Quand on est dans la grande ville, on pense que c'est pas beaucoup, mais quand de l'autre côté, c'est beaucoup. Énorme. Énorme. Alors, merci Bala. Est-ce que tu as un dernier mot avant qu'on puisse finir ce podcast? Soyons bons. Bala nous invite à être bons. Soyons bons pour nous-mêmes. Soyons bons pour les autres. Parce que c'est la seule chose qui va rester après qu'on est parti. Merci. On se donne rendez-vous pour le prochain numéro avec Alf. Bye bye.